Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là, au public et aux résidents solidaires. Et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Benoît Coquille et j'ai écrit 2 livres dont je vais vous parler ce soir. Au début, je pensais peut-être parler du projet qui m'a occupé ces dernières semaines en résidence, et puis en fait, je me suis aperçu que je manquais un peu de distance critique, de recul. Je viens tout juste de mettre le point final, donc c'est vraiment très très frais. Et je préférais plutôt vous parler de mes 2 livres publiés ces dernières années. Et voilà, juste pour finir de me présenter, je suis aussi enseignant-chercheur à l'université en France, à Amiens. Et j'enseigne et je fais des recherches sur la littérature latino-américaine, ce qui a un lien, vous allez comprendre, avec ce que j'ai écrit en français. Je suis particulièrement spécialiste de littérature argentine contemporaine. Et puis donc quand Thomas m'a proposé ce jeudi en résidence, je me suis un peu questionné sur ce que je pouvais proposer. Et bon, assez vite, je me suis dit je vais parler de mes 2 livres publiés, mais il faut que je trouve quand même un fil conducteur, un lien commun entre les deux. Et puis en fait, l'idée est venue assez vite de vous parler du lien que ces 2 livres, et que moi aussi, en tant qu'écrivain, j'entretiens avec les documents, avec les archives. Mais un lien, enfin, je vais essayer de l'expliquer, un lien un peu distant parfois, ou en tout cas personnel, qui se distingue assez de ma posture de chercheur, on va dire. Je vais m'expliquer juste après. Donc j'ai appelé ça Rêver dans les archives, pour parler du lien aux archives, aux documents, mais aussi de la liberté qu'on peut s'accorder en tant qu'écrivain, écrivaine, vis-à-vis de ces documents, de ces résultats de recherche. Donc le point commun globalement entre mes 2 livres dont je vais vous parler, malgré des sujets, vous allez le voir, très très différents, c'est qu'ils sont tous les 2 basés sur des faits historiques, globalement basés sur des histoires réelles, des faits réels, fondés aussi tous les 2 sur un travail de recherche assez long, plusieurs années pour le premier, un peu plus d'une année pour le deuxième. Et puis je dirais que tous les 2, ils manifestent un genre un peu hybride entre fiction et non-fiction, entre récit, roman. De fait, les étiquettes éditoriales qui ont été choisies, pas par moi, mais le reflètent, hein. Le premier, il a été appelé Récit par Flammarion, le deuxième roman, même s'il y a encore moins de fiction dans le deuxième. Enfin bref, étiquettes qui sont discutables et qui sont plus de l'ordre des éditeurs. En tout cas, voilà, c'est 2 textes qui sont un peu hybrides. Et puis, autre point commun aussi, c'est leur construction qui est un peu hétéroclite, je vais en reparler, et une construction qui n'est pas basée à partir de recherches directes sur le terrain, mais plutôt des recherches faites à distance depuis mon ordinateur, depuis les bibliothèques, donc depuis des archives que j'ai pu trouver, des archives écrites ou vidéos ou photos, ou sonores même parfois, donc des archives trouvées en bibliothèque ou sur Internet. Alors, Rêver dans les archives, j'ai donné ce titre-là un peu aussi dans l'idée de travailler sur pas l'antithèse, mais le petit paradoxe qu'il pourrait y avoir entre ces 2 termes, entre le rêve et les archives, puisque je pense que les archives, comme ça, de prime abord, ça évoque un travail plutôt sérieux, très méthodique, un travail d'historien, de recherche scientifique, éventuellement un travail un peu austère, fait par des spécialistes, pour des spécialistes, des érudits, des initiés. Et j'ai l'impression que ce que moi j'ai essayé de faire à partir de mes matériaux d'archives dans ces 2 livres-là, c'est justement d'aller à rebours de cet imaginaire un peu poussiéreux de l'archive, et d'entretenir une relation plus distanciée, plus amusée aussi, vis-à-vis de ce que je trouvais, vis-à-vis des faits historiques et de leurs traces sous forme d'archives. Et puis j'ai aussi beaucoup essayé de jouer avec, on va le voir, l'hétéroclite, l'hétérogénéité de tout ce que j'ai trouvé sur les 2 sujets, l'hétérogénéité de tous les matériaux qu'on trouve quand on fait des recherches, et que, vous allez le voir, j'ai un peu décidé de laisser tel quel, de laisser cet aspect hétéroclite. Donc j'ai l'impression que si j'essaye de m'analyser sur les quelques années d'écriture qui sont derrière moi maintenant, ma démarche d'écrivain, elle est assez distincte en fait de celle de chercheur, puisque je trouve dans l'écriture une place où je peux naviguer
dans les résultats de recherche, dans les archives, de façon beaucoup plus libre, plus amusée, éventuellement sans méthode ou avec des méthodes qui ne sont pas celles scientifiques à proprement parler, plutôt guidées par mes goûts esthétiques ou par l'intérêt narratif ou parfois comique de ce que je peux trouver. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je tenais à distinguer un peu ces deux pans de mes activités. Quand je fais un bouquin, je laisse un peu tomber mes méthodes plus traditionnelles et scientifiques pour plutôt jouer en fonction de mes goûts et d'autres critères. Donc, comme je l'ai indiqué sur le petit résumé de ce soir, je pense qu'au cœur de mon travail, il y a plusieurs questions que je voulais voilà, poser sur la table. Une question qui se pose quand on oscille justement entre fiction et non-fiction. Comment rester dans le vrai enfin, comment préserver une forme d'honnêteté ou de vérité vis-à-vis des personnages, notamment des faits. Comment faire que les lecteurs, lectrices ne se sentent pas dupés, floués par cette espèce d'hybridité entre fiction et non-fiction. Comment faire aussi pour baliser un peu les frontières entre le fictionnel et le factuel. Quelle place peuvent laisser à l'imaginaire les traces documentaires dans une histoire vraie, entre guillemets, qu'est-ce qui nous reste comme marge de liberté en tant qu'écrivain pour imaginer, pour rêver. Comment une forme hybride permet de jouer avec les blancs aussi, les lacunes des archives. Je vais vous parler un peu, pour commencer, de mon premier livre où en fait je me suis retrouvé un peu confronté à pas mal de trous, de blancs de l'archive, et c'est justement dans ces blancs-là que j'ai essayé d'imaginer. Et puis, quelle friction, quel contact il peut y avoir dans un roman entre le récit des faits et l'invention. Donc voilà, beaucoup de grandes questions que je jette comme ça au milieu de l'assemblée et auxquelles je n'entends pas répondre directement, mais plutôt je les pose là pour qu'elles travaillent et puis pour en discuter après si vous le souhaitez. Donc l'idée n'est pas de faire un cours de littérature, loin de là, mais plutôt en fait vous montrer mes images favorites. Vous montrer mes archives aussi, c'est un peu l'idée, toutes ces archives que j'ai collectées en fait ont été stockées pendant des années sur mon disque dur, et puis c'était un peu l'occasion quand j'ai préparé ce jeudi en résidence de ressortir mes archives, de retrouver mes images que j'avais beaucoup regardées, que j'ai sauvegardées et que j'avais plaisir à regarder, et donc je vais avoir plaisir à vous montrer aussi. Donc j'ai fait un premier petit montage photo vraiment très général qui couvre un peu mes deux livres. Le livre sur Marcel Duchamp en Argentine et puis le livre sur les champignons hallucinogènes du Mexique et leur découverte dans les années 50. L'idée étant que voilà, on navigue parmi mes images de façon un peu erratique en fonction de ce qui vient et de ce qui m'a plu, de ce que j'ai aimé vous ressortir pour cette occasion. Alors, je vais commencer par vous parler de mon premier livre qui s'appelle donc Buenos Aires n'existe pas, qui est paru, je crois, si je ne me trompe pas, en 2021 chez Flammarion, et qui, en fait, parle globalement, pour vous résumer très vite l'histoire, d'un séjour que l'artiste Marcel Duchamp, donc, je vous ai mis ici, pris en photo à Buenos Aires en 1919, a fait en Argentine en 1918-19. Puisque en fait fin 1918, lui il vit à New York depuis plusieurs années, il est très installé dans le milieu artistique new-yorkais, il est déjà très connu à l'époque, il a déjà abandonné le cubisme, il est vraiment dans l'avant-garde comme pionnier de l'art conceptuel, il a fait déjà ses ready-made dont vous voyez un des exemples, l'exemple le plus fameux, Fountain, donc l'urinoir retourné, et puis à côté c'est le nu descendant un escalier, donc un de ces tableaux période cubiste, le plus connu aussi. Donc fin 1918, lui il vit aux États-Unis, il vit à New York, et puis il quitte New York parce que les États-Unis rentrent en guerre. En fait, il est parti aux États-Unis parce que la France entrait en guerre, et puis à nouveau au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, il part loin puisqu'il part pour l'Argentine. L'idée étant qu'il cherche un pays neutre qui ne prend pas part au conflit. Mais il y a une idée un peu plus profonde derrière, et il l'écrit d'ailleurs, je cherche à couper entièrement avec cette partie du monde, donc il veut partir de l'hémisphère nord, il se prévoit comme ça une espèce de vacances, de moments de blanc, il part pour l'inconnu, puisque c'est un pays qu'il ne connaît pas du tout, il parle presque pas un mot d'espagnol, il connaît personne là-bas, et personne ne le connaît, je vais en reparler.
Et donc son idée est de partir pour 2 ans. En fait, il ne restera que 9 mois. Donc il part en septembre 18 et il rentre voilà, courant 19. Et en fait, c'est un séjour dont on sait presque rien. En fait, moi, je pense que j'ai eu connaissance de ce séjour-là en lisant les biographies de Marcel Duchamp, qui était un artiste que j'aime depuis longtemps. Et il se trouve que ce séjour argentin, très court, hein, ça fait en général 1 page et demie, 2 pages dans les biographies, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a fait. C'est un peu le moment où Marcel Duchamp passe sous les radars, alors que c'est quand même une star à l'époque. Il décide voilà, de devenir invisible, de partir dans un pays inconnu pour lui et où il est un inconnu. Et je pense qu'au tout début de mes recherches apparaît ce document-là, qui est une carte de l'Amérique que Marcel Duchamp fait quelques jours avant son départ, où en fait il a dessiné continent nord, continent sud, et il reproduit son trajet en bateau. Donc il fait à peu près 1 mois, 27 jours. Il a mis Cole à l'endroit où il fait une escale à la Barbade pour se recharger en charbon, c'est bien ça, Cole. Et puis donc il a dessiné sa petite maison à New York, et puis vous voyez à l'endroit où est Buenos Aires le point d'un grand point d'interrogation qui illustre assez bien en fait voilà, la teneur de ce séjour qui est complètement mystérieux et qui est vraiment je pense que ça a été un peu une image déclencheur de mon écriture. Et je voulais vous lire un petit extrait justement, qui est au tout début du livre et qui résume assez bien cette idée de ce séjour mystère. Il est celui par qui le scandale est arrivé, d'abord nu et dans l'escalier, puis dans un urinoir retourné. Il est l'éléphant dans le jeu de quilles des salons, l'Ulysse aux 1000 ruses de l'art moderne. D'après son ami Henri-Pierre Rocher, il est le Français le plus connu de l'époque à New York avec Sarah Bernhardt et Napoléon. Mais pour l'heure, c'est juste un mince jeune homme au complet froissé qui sent le tabac froid. Nous sommes le 9 septembre 1918 et Marcel Duchamp descend du Crofton Hall après 25 jours de traversée. Yvonne le précède, donc Yvonne, sa compagne de l'époque. Heureuse de retrouver la terre ferme après ce long voyage tropical d'un ennui voluptueux, elle a bondi depuis la passerelle sur le quai et scrute maintenant de son regard clair le paysage du port. La foule est dense. Les dockers, les employés des douanes et les arrivants s'entrecroisent, se frayent un chemin parmi les immenses tas de sacs de jute, de malles et de valises en carton. Ça parlemente, ça hurle, ça pleure et ça s'embrasse. Depuis le pont d'un paquebot amarré près d'un groupe d'hommes en béret et de femmes en fichu, 2 enfants lancent des haricots secs sur le douanier chapeauté qui s'agite en contrebas. Au pied des drapeaux qui façaillent dans le vent du matin, il y a une sorte de bonimenteur qui harangue la foule. Certains s'arrêtent pour l'écouter quelques minutes, puis repartent, trop affairés. Hormis une grande tour horloge qui dépasse de l'horizon, la ville n'est pas bien verticale, rien à voir avec New York. Plutôt une sorte de Paris portuaire au fond d'un grand delta qui sent le limon. Marcel, lui aussi sur le quai désormais, s'étonne peut-être de cette platitude australe, ou se réjouit de ce port sans comité d'accueil. 3 ans plus tôt, l'Amérique l'attendait au débarcadère comme le chevalier de l'art moderne, celui qui disloquait les gros volumes cubistes et les faisait brimballer sur la toile. Il n'était pas descendu du transatlantique que déjà les intervieweurs couchaient ses mots sur des pages de Moleskine et des bandes magnétiques, figeaient son regard frisant sur le papier photosensible. New York l'adorait, achetait ses tableaux avant même de le connaître. Et s'étonnait à son arrivée que le créateur du fracassant nu descendant un escalier soit ce jeune dandy discret et affable, la poigne de l'avant-garde dans un gant de velours. Ici, dans l'autre hémisphère, sur le quai du Puerto Nuevo de Buenos Aires, aucun journaliste ne l'attend. Aucun mécène n'a passé le mot. Personne ne le connaît. Il descend du bateau comme le parfait Don Nadie, Monsieur Tout-le-Monde. L'illustre inconnu, dans le frac duquel il entend se glisser pour quelques mois, pourquoi pas quelques années. Il n'a pas l'intention de rencontrer du beau monde. D'ailleurs, il n'a noté dans son carnet qu'une seule adresse à Buenos Aires, les parents d'un vague ami de Paris, tenancier de bordel. Alors il célèbre secrètement cet anonymat, ou bien il se demande ce qu'il fait là. Le jour de son départ des États-Unis, il a dessiné sur une feuille de papier les 2 Amériques et son trajet imminent. Le trait zigzagant relie une maisonnette de New York jusqu'à l'Argentine, en passant par l'escale de la Barbade où apparaît le mot Cole. À l'arrivée, plane un grand point d'interrogation qui se termine à Buenos Aires. Signe de l'inconnu,
Il est aussi, dans la notation algébrique des échecs, celui qui exprime le mauvais coup. Mais il sait très bien ce qu'il fait là. Il cherche un terrain neutre. Un souffle au cœur insoupçonné d'abord, un paquebot transatlantique ensuite, lui ont évité pour de bon les plaines de Craonne et la folle mitraille. Mais le répit n'a pas duré, 3 ans de bohème tout au plus. À l'entrée en guerre des États-Unis, les vitrines de New York se sont remplies de mises en scène drapotiques. Quittant la France par manque de patriotisme, il a fini par tomber dans le patriotisme états-unien, peut-être le plus exalté de tous. Jusque sur les murs de son Greenwich Village, les oncles Sam sur les affiches l'ont pointé du doigt. I want you for US Army. Mais lui ne veut être recueilli nulle part, sous quelque bannière que ce soit. Alors il fuit encore. Il cherche une Arcadie, un rivage un peu ouaté qui assourdisse le boucan de la guerre. Une terre douillette et reculée où travailler tranquille. Il cherche les rives du neutre. Cette fois, il prend plein sud. Ce sera l'Argentine. Buenos Aires, une ville bien rangée, en damier, sur la pampa moelleuse et baignée par un delta couleur café au lait, qu'on appelle mer douce. Peu importe, tant que c'est loin. En partance pour New York, il écrivait « Je ne vais pas à New York, je pars de Paris ». Idem 3 ans plus tard. Il ne part pas pour l'Argentine, il quitte New York. Mon intention très vague, écrit-il, est de rester longtemps là-bas, plusieurs années vraisemblablement, c'est-à-dire au fond coupé entièrement avec cette partie du monde. À Buenos Aires, il va passer 9 mois. 9 mois suspendus, le temps de prendre congé du monde et pourquoi pas de lui-même. Il veut s'amuir, comme une voyelle, cesser d'être prononcé. De ce hiatus de 9 mois, on ne sait pas grand-chose, hormis par quelques lettres, quelques entretiens. Pour le raconter, il faut appeler la fiction à la rescousse. Voilà, donc c'est un passage au tout début qui me sert un peu de mode d'emploi, j'allais dire, en tout cas qui annonce le côté hybride du livre, où il va falloir combler les lacunes de ce que j'ai trouvé, des faits, par de la fiction. Donc en fait, tout le livre oscille entre des choses que j'extrapole à partir de ce que j'ai lu, de ses lettres, il y a quelques lettres, et de ce que j'imagine, de ce qu'il a pu voir et faire. Donc il fait quand même quelques petites choses, il a 2-3 projets en cours qui mènent là-bas, mais globalement, en fait, quand on cherche, on s'aperçoit que son séjour tire vraiment vers la flemme. Il se décrit lui-même comme de plus en plus feignant, flemmard, il dit « je flemme beaucoup ». Donc son séjour penche du côté de l'ennui, de l'oisiveté et même presque d'une forme de mélancolie. Il y a des nouvelles de sa famille qui sont mauvaises, il perd un frère à la guerre. Donc voilà, ce qui m'a amusé en fait et un peu déstabilisé au début, c'est que mes recherches sur ce séjour, côté petite histoire, puisque je vais parler de la grande histoire argentine après, côté petite histoire, côté Duchamp, mes recherches penchent vers le presque rien. Vers un blanc biographique en fait, qui laisse de la place pour l'invention et qui m'a permis de creuser cette idée de la vacance, de qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien, qu'est-ce qui se passe quand un artiste aussi fameux que lui s'ennuie, n'est pas stimulé par un groupe d'autres artistes. Il y a aussi le fait que quand il arrive, le cubisme, toutes les avant-gardes artistiques ne sont pas encore arrivées en Argentine. Elles vont arriver juste quelques années plus tard. Mais c'est aussi une idée qui m'a plu et qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est l'idée du décalage temporel, en fait, le fait d'arriver trop tôt ou trop tard, mais en l'occurrence trop tôt ici, à un moment où personne ne connaît encore le cubisme, les peintres de là-bas font des choses très académiques, style 19e, et tous les artistes de l'avant-garde des années 20, 30, 40 qu'on connaît, Borges entre autres, ils ne sont pas encore là. Et donc j'ai aussi beaucoup travaillé cette idée du desencuentro, comme je le dis dans le dernier chapitre, qui est consacré à ça, donc le rendez-vous manqué. Avec, et j'imagine, 3 rendez-vous manqués, l'un avec Borges, l'autre avec Victoria Ocampo, qui était une des grandes dames de la littérature argentine, et puis avec Macedonio Fernandez, qui est un autre auteur assez avant-gardiste aussi. Donc ça, c'est pour le côté petite histoire, et ce qui est assez amusant, en fait, quand je commence à faire plein de recherches tous azimuts, c'est que je m'aperçois que côté grande histoire, côté Argentine, par contre, c'est une époque, vous allez me dire, toutes les époques sont riches et pleines de choses, mais il se trouve qu'à cette époque-là, fin des années 10, début des années 20 en Argentine, c'est une période d'effervescence politique notamment. Donc côté grande histoire, mes recherches sont débordantes, et je parlerai tout à l'heure pour l'autre bouquin
Qu'est-ce qui arrive quand on croule sous la matière archivistique, quand on croule sous le document, quand on ne sait plus par où prendre les choses, tellement il y en a. Et donc c'est un peu l'impression que j'ai eue, une impression de trop-plein historique qui m'a amusé en regard de, bah voilà, la bio de Duchamp, elle est quasiment vide, on ne sait presque rien sur ce qu'il a fait. En revanche, l'endroit où il est, l'Argentine, Buenos Aires en particulier, c'est une époque où il se passe beaucoup de choses. Bon, déjà dans le monde, c'est la Première Guerre mondiale, hein. Et puis en Argentine, c'est une époque où le pays reçoit énormément d'immigrants. En fait, c'est une période d'immigration massive. Plusieurs milliers de personnes arrivent par jour par bateau. C'est un peu le New York austral, en fait, hein, avec toutes les images qu'on a de Ellis Island, etc. Il faut imaginer quasiment la même chose en Argentine, un peu moins sélectif que New York. Mais voilà, l'Argentine reçoit des immigrants, alors beaucoup d'Europe du Sud, Espagne, Italie, mais aussi Europe de l'Est, des populations juives. Euh, donc c'est une ville très cosmopolite à l'époque qui parle un peu 1000 langues. J'ai beaucoup travaillé sur les langues dans le livre pour essayer de garder un peu cette impression de polyphonie. Euh, c'est une ville aussi où dans ces années-là on pratique beaucoup les sciences occultes. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'époque. L'occultisme est très à la mode. Et puis surtout, l'année 1919 en fait, va être une année d'insurrection ouvrière énorme en Argentine, qui est connue sous le nom de Semaine tragique, parce que c'est pour parler juste de la dernière semaine de cette insurrection qui a été réprimée de façon sanglante par les autorités et par des milices d'extrême droite en fait. Donc c'est une époque de révolte populaire, hein, une énorme insurrection ouvrière dans la ville de Buenos Aires qui est comparable à 1917 ou à la Commune. Enfin, la ville est sans dessus dessous en fait. Et Duchamp est là à ce moment-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on va lire ses lettres à propos de ça, donc au début on a l'impression qu'il ne voit pas alors qu'il est en plein centre de la ville, et puis il finit par écrire le peuple bouge, il y a beaucoup de bruit au loin, le peuple bouge. Donc il a une remarque comme ça très aristocratique, enfin très bourgeoise en tout cas, de je peux pas travailler tranquille, les foules sont en délire au bas de ma fenêtre. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là du décalage total en fait entre la flemme de Duchamp et sa mélancolie australe et la rue en pleine effervescence, en pleine insurrection. Donc j'ai voulu travailler à partir de tout ce que j'ai trouvé. Alors je voulais vous montrer des photos d'archives que j'aime beaucoup, des très belles photos. Donc ça c'est une photo de l'arrivée d'immigrants, le pont d'un bateau d'immigrants arrivant au port de Buenos Aires, euh, qui montre bien voilà, la promiscuité et puis la diversité des générations, des âges des passagers. Ça, c'est c'est une photo de l'arrivée au port, hein, avec les valises. Ça, c'est l'hôtel des Inmigrantes, donc le premier lieu en fait où étaient reçus les immigrants. Euh, alors c'est à peu près comparable à Ellis Island, sauf qu'il n'y avait pas ce tri qui était fait parmi les immigrants. Donc voilà, je me suis beaucoup nourri, beaucoup de photos d'archives comme ça, qui sont assez nombreuses, mine de rien. Et alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, c'est un peu différent, c'est une grève de couturières à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a une super ambiance dans la rue et que toutes les couturières sont en train de sortir en grève et ça a l'air hyper joyeux, donc c'est une photo que j'aime beaucoup. Bref, l'idée était de travailler donc ce décalage entre un pays très remuant et puis un personnage solitaire, presque spectral, qui passe comme un fantôme comme ça, qui est cloîtré, qui comprend rien ou presque rien à ce qui se passe. Je me suis dit, ça peut être drôle de lire l'Argentine de l'époque avec cette étrangeté du regard de Duchamp. Travailler donc cet écart, raconter la grande histoire à travers la petite, un effet un peu petit bout de la lorgnette, avec cette étrangeté qui était celle que devait ressentir Duchamp, qui ne parlait que très peu espagnol et connaissait mal le pays. Et puis à propos de cette histoire de petite histoire, grande histoire, pour vous lire un autre extrait. Donc là c'est un autre montage que j'ai fait, voilà, toujours aussi hétéroclite. Donc je le disais, c'est une ville où on pratique beaucoup l'occultisme. Donc là j'ai mis une image que j'aime bien aussi, que j'ai depuis longtemps, qui vient du film Docteur Mabuse de Lang, si je ne me trompe pas. Au milieu, vous avez une couverture de Calas y Caretas, qui est un journal argentin très connu à l'époque,
avec un homme avec tout un tas d'accessoires pour se protéger de la fièvre jaune. Pas de la fièvre jaune, si c'est ça. Non, pardon, n'importe quoi, la grippe espagnole. Puisqu'il y a une grosse épidémie de grippe espagnole partout dans le monde en fait, et qui arrive en Argentine autour de ces années-là, quand Duchamp y est, 18-19. Et puis évidemment, personne ne sait très bien comment s'en protéger, donc les gens se mettent des masques, des sacs de camphre autour du cou, enfin des méthodes assez dérisoires en fait, qui ne protègent pas du tout. Et puis la dernière image, c'est une des œuvres, en fait, une des performances en quelque sorte de Duchamp, qui est une tonsure qu'il a faite. Mais je vous en dis pas plus, parce que je vais vous lire un extrait qui explique le lien entre ces trois images. Quand ils ne sont pas occupés à écrire des lettres d'invitation aux sommités d'outre-Atlantique, à écouter la conférence de ladite sommité ou à l'accompagner dans la Pampa, les lettrés d'ici versent, dit-on, dans l'occultisme. Afin d'y verser plus sérieusement, d'ajouter un peu de mystère à leur voix et d'ombre à leur regard, pour se rendre eux-mêmes plus occultes, ou pour tromper l'ennui, on dit qu'ils fondent des sociétés secrètes. Ou bien, quand ils n'ont pas l'entre-gens nécessaire, qu'ils imaginent en frissonnant celles de leurs ennemis. Alors comme les rongeurs de la Pampa, les uns fouissent le sous-sol de Buenos Aires, creusent toutes sortes de catacombes théosophiques en réseau, de lupanars en pyramides inversées et en chambres de psychofluidisme, détournent les ruisseaux souterrains de leurs tuyaux pour les mesmériser, se retrouvent la nuit dans les caves du Palacio Barolo en construction pour lire l'enfer de Dante. Les autres, ceux qui n'ont pas ce genre de terrier, guettent les fouisseurs et les craignent un peu plus chaque jour. Ils écoutent aux portes, auscultent les coques des cargos au stéthoscope et font poser au rebord de leurs fenêtres de petits miroirs obliques qu'on appelle des espillas, et dans ces miroirs ils aperçoivent des bribes de complot à chaque coin de rue. On a vu, disent-ils, de la fumée d'encens sortir d'une bouche d'égout à l'angle de Corrientes et Esmeralda. Et on entend parfois le son d'un glace harmonica monter des coffres de la Banque de la Nation. Ils disent aussi que les initiés, lorsqu'ils se croisent dans la foule de la rue Florida, se font signe discrètement par de complexes mouvements des doigts de la main gauche contre le flanc et que certains d'entre eux sont descendus dans les couloirs du métropolitain sans jamais en ressortir. Ils disent que posée comme ça sur un tel gruyère ésotérique, la ville va s'affaisser lentement dans son lit de limon, et partout ça complote, ça chuchote et contre-chuchote. Bref, ce n'est plus une ville, c'est une conjuration. Mais parmi les sociétés occultes de Buenos Aires, les plus microscopiques sont les plus à craindre. L'alpha influenza virus est arrivé au port peu de temps après Duchamp et passe maintenant incognito, de main en main et de bouche à bouche. On l'appellera bientôt influenza espagnola, ou même la grande tueuse, avec des majuscules, parce qu'elle va tuer par millions. Mais ici, on l'appellera grippe, avec 2 P, même en espagnol, pour la distinguer de celle, banale, qui refleurit chaque hiver et donc ne prend qu'un P. La tueuse majuscule de 1918 va frapper partout, pour tous, vieux et jeunes, peintres et poètes y compris. Apollinaire, Egon Schiele, Morton Schomberg. Ici, à Buenos Aires, on ne saura trop que faire, pas plus qu'ailleurs. Alors on accrochera de petits sacs de camphre autour des cous, faute de mieux. Quelques centimètres plus haut, sur les têtes chevelues, les poux, quant à eux, préparent une infestation massive de toute la ville, qui atteindra son climax à l'automne 1919 et contraindra Duchamp à se raser le crâne avant son retour en France. Une fois rentré, il en profitera pour se faire une tonsure en forme de comète, ce dont témoigne une célèbre photographie de Man Ray. Photo que vous avez là. Donc voilà, ça c'était juste un exemple de ce travail que j'ai fait pour essayer de lier petite histoire et grande histoire, de faire un peu entrer en contact, comme sur ce montage, les archives collectives, disons, sur l'épidémie, sur les sciences occultes, et puis la tonsure de comète de Marcel Duchamp, par exemple. Voilà, donc ça, je vais pas m'étendre plus sur le premier livre. Simplement vous dire que c'était un travail avec des archives j'avais d'autres photos, mais je pense que j'ai pas trop le temps d'en parler. Donc ça, c'est une photo des barricades de la semaine tragique, de l'insurrection ouvrière dont je vous parlais. Et dans un autre extrait, j'essaie de travailler un peu le lien entre cette insurrection ouvrière et les échecs, puisque c'est une époque où Marcel Duchamp se met à jouer aux échecs, il découvre ça là-bas, et il joue comme un fou tous les jours, toutes les nuits. Donc il y a eu une scène où j'essaye d'entrelacer un peu les combats dans les rues et puis le combat sur l'échiquier.
tout en m'amusant un peu de cette posture qu'a Duchamp, voilà, très aristo, de jouer à son échiquier sans ouvrir la fenêtre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, bon, si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus, mais des œuvres aussi qui m'ont... Quelques œuvres faites par Marcel Duchamp à cette époque-là, qui est reprise d'ailleurs dans 2666, on en parlait l'autre fois, le Ready-Made Malheureux, voilà. Mais je vais, par manque de temps, passer à mon second livre, donc Petite chose, il nous fait partir complètement ailleurs. Enfin, on reste en Amérique latine, mais on part au Mexique. C'est une histoire qui se passe entre le Mexique et les États-Unis, mais qui à un moment du livre aussi devient globale, mondiale, quand la découverte dont il est question dans le livre voilà, est connue de tous, puisqu'il s'agit de la découverte d'un champignon hallucinogène, le psilocybe, dans les années 50, une découverte qui a été faite, je vais en reparler, par découvertes, avec tous les guillemets qu'il faut à ce mot de découverte, par deux New-Yorkais fous de champignons et en particulier hallucinogènes, et qui ont été initiés par une chamane qui s'appelle Maria Sabina. Mais avant ça, je voulais juste introduire le livre avec une petite vidéo, une autre archive que j'aime beaucoup. Alors c'est un extrait de 2-3 minutes d'une vidéo faite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où on voit un monsieur chauve à lunettes qui est à l'époque le directeur du muséum et qui est un grand érudit des champignons, enfin le plus grand spécialiste des champignons à l'époque, qui s'appelle Roger Haim, et qui nous montre quelques images à la lanterne magique, puisque c'est comme ça qu'il appelle le vidéoprojecteur, du champignon, de son voyage au Mexique dans les années 50 avec Wasson, et de Maria Sabina. Donc vous allez voir une première image de cette Maria Sabina dont je vais reparler plus longuement après. Donc cette archive-là, je l'aime beaucoup, moins par son contenu, enfin surtout sur ces 2 minutes que vous allez voir, que par un peu l'épaisseur historique, parce que vous allez voir que c'est hyper daté, en fait, ne serait-ce que la diction des personnes. Et puis, enfin voilà, c'est aussi pour vous illustrer un peu mon goût de ce genre de vieillerie, des archives des années 50, parce que, bon, je vous en dis pas plus. Donc ça, c'est Roger Haim. Est-ce que ça fonctionne? Wasson a retrouvé la survivance de ces cérémonies rituelles au sein du pays mazatèque, et j'ai pu, avec lui, en 1956, assister, notamment chez la meilleure sorcière de tout le Mexique central, Maria Sabina, à un certain nombre de cérémonies. Et je peux, si cela vous paraît intéressant, vous passer quelques projections. Mais bien sûr, de l'une de ces cérémonies. Oui. Projection, c'est-à-dire projection fixe. C'est-à-dire projection fixe. Mais pourquoi pas? Je vois là-bas une lanterne magique, on va s'en servir. Je vais demander tout simplement qu'on arrête la lumière, en même temps vous mettez en route votre lanterne magique, elle va peut-être faire un petit peu de bruit, qu'on éteigne, voilà. Alors nous allons pénétrer à votre suite au Mexique. Ce sont des régions très difficiles d'accès. Vous voyez là le champ d'atterrissage, c'est là où avec un petit avion à 3 places nous sommes descendus. Nous voici ici, au-dessus du village de Huatla de Jiménez, et vous voyez à droite la petite maison de Maria Sabina. Nous voici dans les prairies, où l'on trouve plusieurs de ces champignons hallucinogènes. Voilà l'un d'eux, le Mexicana. Voilà ici le petit village dans lequel cette cérémonie a eu lieu. Et nous voici ici à l'intérieur même de la maison où, pendant toute une nuit, le rite mazatèque des champignons sacrés va pouvoir se dérouler. Voilà la maison dans laquelle ce rite a pu se dérouler. Maria Sabina, la voici. La voici en train... Vous l'entendez, vous entendez les chiens crier dans le fond. C'est un enregistrement que vous avez fait vous-même au moment où vous avez pris ces clichés. C'est cela. De nouveau la maison. Voilà la maison à nouveau.
Alors là, ce sont des assistants de voilà, la cérémonie. Voilà, ici des assistants, c'est sa fille et sa belle-sœur. Voilà, Maria Sabina. Voilà, donc juste ce petit extrait que je trouve charmant par son côté, voilà, par l'épaisseur historique, quoi, disons, autant de la technique que de la diction des gens de l'époque. On pourrait commenter aussi plein de choses, le fait qu'il appelle Maria Sabina une sorcière, hein, mais je vais tout de suite reparler d'elle. Voilà. Juste vous dire que, alors moi c'est pas du tout par cette vidéo que je suis arrivé à cette histoire, c'est par ceci. On voit pas très bien là, mais c'est un t-shirt. Puisqu'en fait j'étais en 2019 en voyage au Mexique et en particulier à Oaxaca, donc la plus grande ville du sud du Mexique. Et j'étais en train de me promener dans un marché, le grand marché de Oaxaca. Il y avait un stand de t-shirts. Je regarde un peu, et parmi les t-shirts classiques des effigies, enfin des icônes populaires qu'on trouve en sérigraphie sur les t-shirts, donc au milieu sans doute, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il y avait le Che, il y avait sans doute le sous-commandant Marcos et Frida Kahlo, enfin voilà, tous les icônes quoi, commercialisées. Il y avait un visage que je connaissais pas, qui était celui-là. Donc je vois Maria Sabina, alors c'était écrit en espagnol, j'ai pas retrouvé exactement le t-shirt que j'ai ramené évidemment de mon voyage. C'était écrit en espagnol Sacerdotisa de los hongos, donc prêtresse des champignons magiques. Là vous voyez Priestess of the Mushrooms. Et donc ce visage d'une femme toute ridée, les cheveux blancs, en train de fumer une cigarette, qui est voilà, un peu l'image d'Épinal de Maria Sabina. Elle est restée figée dans son grand âge, avec toujours cette clope au bec, puisqu'elle fumait beaucoup. Et donc moi je connais rien de cette Maria Sabina. L'ami avec qui je suis, Manolo, m'explique le peu qu'il sait, puisqu'il vient de là-bas. Il me dit, oui, Maria Sabina, c'est la grand-mère des hippies, c'est celle qui a initié les Occidentaux au rite des champignons hallucinogènes dans les années 50, voilà. Mais il n'en sait pas beaucoup plus. Et donc moi je reste avec cette idée, je rentre du Mexique avec cette histoire en tête, avec beaucoup de questions. Et donc j'ai commencé à investiguer un peu, à lire des choses sur elle, découvrant qu'elle a été initiée elle-même aux champignons. Donc elle est Mazatèque, hein. L'ethnie dont elle fait partie, c'est les Mazatèques, donc région des montagnes pas très loin de Oaxaca, région très isolée. Et j'apprends que voilà, elle a goûté aux champignons entre ses 5 et 10 ans, qu'elle a eu une révélation divine, puisque c'est une région où aussi il y a beaucoup de syncrétisme religieux, hein, voilà, comme à peu près partout au Mexique d'ailleurs. Il y a eu une survivance des rites et des croyances anciennes qui s'est superposée avec les rites catholiques, avec les saints, etc. Donc elle a une apparition, Dieu lui parle à travers les champignons, et puis petit à petit elle s'aperçoit qu'elle a un don dans la communauté, elle est capable de faire de grandes choses quand elle est sous l'emprise des champignons. Elle n'est pas du tout la première ni la seule à pratiquer ça. C'est une pratique hyper ancienne chez les Mazatèques, et pas que chez les Mazatèques, dans un peu toutes les régions du Mexique, mais particulièrement avec le psilocibe chez les Mazatèques. Et donc voilà, je lis plein de choses sur elle. J'apprends aussi qu'elle était connue pour ses trans, hein, dont je vous montrerai un extrait tout à l'heure, pour développer une espèce de litanie en fait sous champignons. Elle se présentait, et moi ça m'apparaît immédiatement comme de la poésie, presque de la poésie d'avant-garde ou surréaliste. Vous allez voir un extrait tout à l'heure. Enfin bon, je suis hyper intrigué par cette figure, par ce personnage. Et puis en tirant le fil de Maria Sabina vient toute une pelote d'histoires en fait autour de ce champignon, le psylo, de sa découverte. Et un des fils que j'attrape après celui de Sabina, c'est celui des Wasson, donc Gordon et Valentina Wasson, qui sont donc ça c'est d'autres images de Maria Sabina, qui sont deux chercheurs autodidactes. Donc elle est russe d'origine, elle est russe blanche en fait, elle a émigré au moment de la révolution russe, sa famille, elle est arrivée petite aux États-Unis. Elle apporte en tant que russe sa connaissance des champignons, qui est voilà, une connaissance assez populaire, traditionnelle chez les Russes. Et puis en fait, ils commencent à faire plein de recherches sur les champignons, ils se passionnent pour ça, ils lisent tous les livres possibles, ils vont un peu partout, ils fondent une discipline, ils se disent ethnomycologues,
c'est-à-dire qu'il se spécialise dans l'étude des usages des champignons dans les peuples du monde, donc entre l'ethnologie et la mycologie. Et en même temps, j'apprends que voilà, ces Wasson, ce sont 2 grands bourgeois de l'élite new-yorkaise. Gordon Wasson, il est quand même vice-président de JP Morgan, donc une des plus grandes banques de la place financière de l'époque, et encore aujourd'hui. Donc il travaille à Manhattan, il est dans un bureau de vice-président, et en même temps, il part tous les 15 jours ou tous les 3 mois faire au fin fond de n'importe où, de la jungle, collecter des champignons et collecter des témoignages, des rites faits à partir de ces champignons. Donc voilà, figure tout autant mystérieuse que Maria Sabina, et toute cette histoire en fait m'apparaît comme d'emblée un peu romanesque, et je me dis mais il y a quelque chose à raconter sous l'angle d'un roman, enfin avec en tout cas la vitesse et le romanesque d'un livre, d'un roman. Donc les Wasson, ce sont eux. Donc ils commencent à travailler dans les années 30-40 sur les champignons, et puis ils vont commencer à publier plein de livres, des très gros livres qui font date aujourd'hui, mais ils sont autodidactes, donc ils n'ont pas de formation de mycologue ni l'un ni l'autre. Elle est pédiatre, elle est médecin pédiatre, et lui donc banquier, mais à ses heures perdues, mycologue, ethnomycologue. Donc je découvre ces figures très étonnantes aussi. Et puis je découvre le moment clé en fait dans les années 50, 55, 56 en particulier, où ils apprennent que par le biais de la découverte de ces pierres champignons là, qui sont très répandues dans le sud du Mexique, ils apprennent qu'il y a une ethnie, les Mazatèques, qui continue à pratiquer des rites de guérison, des rites sacrés, via des champignons que l'Occident ne connaît pas encore, qui va devenir le psilocybe quand il sera nommé par la science occidentale, mais dont l'Occident n'a jamais entendu parler. Et alors qu'à l'époque, on connaît déjà l'ayahuasca, on connaît déjà le peyote, on connaît, enfin, voilà, les psychotropes qu'on connaît aujourd'hui sont déjà connus à l'époque, mais le psilocybe, non. Et donc j'apprends que ce sont eux qui entrent en contact avec Maria Sabina et qui sont les tout premiers occidentaux à se faire initier, à goûter aux champignons déjà, et à se faire initier à un rite, à une veillée nocturne de champignons. Je vais vous lire quelques extraits qui parleront mieux que je le fais là, de cette découverte, entre guillemets, et puis des recherches des Wasson. Ainsi, nos 2 Wasson ont ouvert une petite porte du savoir, qu'ils appellent ethnomycologie, à une époque où l'on croit à peu près toutes les portes déjà ouvertes, toutes les connaissances établies, classées, fléchées. Imaginez le vertige. D'un coup, cette petite porte du savoir que vous ouvrez donne sur le vaste monde et ses annales depuis l'origine. Vous voilà aussi puissant que minuscule. Vous ne pouvez plus dès lors vous contenter sérieusement de 3 ou 4 prestigieuses bibliothèques de la côte Est, d'un voyage d'études par an. Il faut aller partout, herboriser aux 4 coins, connaître tous les champignons, les rites, les mythes, lire et parler toutes les langues, et fi ça, car vous avez déjà la quarantaine, il vous reste environ 40 ans, si l'on est optimiste, pour interroger tous les peuples et lire tous les livres. L'avantage, c'est que vous êtes 2, instruits et fortunés. Vous avez le bagage des universitaires, mais la liberté des autodidactes. Vous savez écrire et voyager, ne craignez ni les piqûres d'araignées, ni les volumes de plus de 1000 pages. Les forêts et les bibliothèques sont pour vous des labyrinthes familiers. Alors vous pressez le pas. Russie, Pays Basque, Laponie, Frise, Japon, Provence, la terre entière roule sous vos pieds. Tous les champignons vous plaisent, mais ceux qui vous passionnent tout particulièrement, ce sont les psychotropes. Ils sont comme une caste à part, une étrange famille, à peine 200 espèces sur les dizaines de milliers du règne des fungi. Surtout, ils ouvrent sur d'autres mondes, des mondes invisibles. Leur halo de mystère vous fascine, leur mauvaise réputation vous attire. Ce que l'on dit d'eux, leurs accointances secrètes avec la foudre, le diable, la folie. Vous lancez à leur sujet des recherches de grande ampleur, correspondez avec les plus grands spécialistes. Vous élaborez des hypothèses audacieuses qui parfois seront rejetées, mais toujours feront date. Vous voyez des spécimens psychotropes partout, dans les fleurs que s'échangent les déesses Déméter et Perséphone sur un bas-relief, sur cet arbre de la connaissance dans une fresque du Moyen-Âge. C'est excitant, seulement voilà, votre terrain n'est pas vierge. Vous n'avez fait que jeter un regard neuf, des prémices nouvelles sur un sentier battu, où d'autres, botanistes, historiens, linguistes, sont déjà passés avant vous.
Vous rêvez d'un secteur inexploré, d'une terra incognita. Alors, quand à l'automne 1952, vous tombez sur ces chroniques de la conquête du Mexique où l'on parle d'Indiens qui s'enivrent et s'endiablent avec des champignons, quand à peu près au même moment vous apprenez qu'un grand nombre de splendides pierres taillées en forme de mycètes ont été découvertes dans les hautes terres guatémaltèques, des pierres qu'on appelle faute de mieux pierres champignons, mais qui ont aussi des traits animaux et humains, quand vous supposez à raison que tout cela témoigne de pratiques dont l'Occident ne connaît encore presque rien, à ce moment-là, votre sang ne fait qu'un tour. Un autre extrait donc sur Gordon Wasson, banquier et aventurier. Si Gordon Wasson s'abîme régulièrement dans les bibliothèques à la recherche des dieux oubliés, s'il se passionne pour les rites des premiers hindous ou pour les mystères qu'on célébrait près d'Athènes dans le temple de Déméter, il n'a pas pour autant quitté son acropole de Wall Street, où il officie maintenant chez JP Morgan & Company. On l'imagine négociant des contrats à l'étranger, organisant des déjeuners d'affaires et des dîners de gala entre décideurs, et pour ce faire passant des tas de coups de fil avec un gros combiné noir en bakélite comme on en voit chez Hitchcock. Il ne concentre pas tout son temps à ses champignons. Souvent, il s'affaire, il fait tourner la boutique. Tant et si bien qu'à la mort de son patron, JP Morgan, Wasson gravit les étages du building néoclassique, se rapproche encore un peu plus des nuages et devient vice-président aux relations publiques. Est-il au même étage que le président himself? Quelle vue a-t-il sur New York depuis la fenêtre panoramique? On ne le sait pas. Peu importe, Wasson le banquier nous indiffère. C'est Wasson l'aventurier qui nous intrigue. Ou plutôt, Wasson le banquier préparant ses prochaines aventures depuis son bureau de vice-président. Wasson réservant son avion pour Mexico City avec son combiné téléphonique de vice-président, griffonnant des champignons sur le très sobre papier à en-tête d'une des plus grandes banques des États-Unis. D'ailleurs, comment fait-on pour se lancer dans ce genre d'aventure lorsqu'on est vice-président de JP Morgan & Company? Que dit le président lorsqu'on lui fait part du projet, appuyant la demande d'un exposé ethnomycologique en règle, avec force croquis de champignons sur le papier en tête? Est-on tenu de suspendre à la porte de son bureau un écriteau qui dit « absent durant les prochaines semaines pour cause de recherche du champignon divin » Les voies de la finance sont impénétrables. Alors admettons, c'est l'été 1953, Wasson a eu son blanc-seing et s'apprête à se lancer dans sa grande aventure mexicaine sur la piste des champignons hallucinogènes de la région Mazatec. Et je vous lis dans la foulée un dernier extrait qui est celui de la rencontre avec Maria Sabina, donc 55, première rencontre de Wasson sans sa femme qui vient quelques jours après, avec Maria Sabina qui accepte de les initier. Dans leur dos, les derniers rayons. Donc il est avec un photographe, Alan Richardson, qui fera toutes les photos du reportage dont je vais vous parler après, si j'ai le temps. Dans leur dos, les derniers rayons. La Sierra a l'air de s'embraser, elle vire au rouge. Leurs ombres les précèdent, immenses, ondoyant mollement sur ce sentier qui grimpe enlacé sur le flanc de la colline à l'est du village, donc Huautla de Jiménez, le village de Maria Sabina. Gordon sue encore à grosses gouttes. Alan n'a pas lâché son appareil photo de la journée. Cayetano leur a dit qu'ils trouveraient là-haut celle qu'il leur faut. Une guérisseuse et chamane de premier ordre, a-t-il précisé, la meilleure de la région. Une femme au pouvoir immense. C'est une amie, je suis allé la voir tout à l'heure, elle a bien voulu vous rencontrer. Ne tardez pas. Elle ne parle pas espagnol, mais mon frère Emilio ira avec vous et traduira. Ne lui proposez pas d'argent en échange, vous risqueriez de la fâcher. Il a ajouté que son prénom est Maria Sabina. Mais qu'à Huautla, les vieux l'appellent. Il s'interrompt, prononce à voix basse un mot mazatec, cherche dans sa tête la traduction en espagnol. Il l'appelle la señora sin mancha, la dame sans tache, l'immaculée. Un chien d'abord les annonce. Les voilà au sommet de la colline devant une poignée de petites maisons en bois au toit de chaume. Un gamin, les voyant arriver, les examine gravement et détale aussitôt, suivi par le chien, maintenant silencieux, jusqu'au pied d'une jeune femme à l'entrée d'une maison. La femme prend le gamin dans les bras, incline légèrement la tête vers Emilio et les deux visages inconnus, franchit la porte, prononce quelques mots dans la pénombre de la pièce, en ressort, leur fait signe d'approcher. Lorsque Maria Sabina apparaît à son tour, elle reste là, quelques instants, sur le seuil, ni dehors ni dedans, en flottaison dans l'encadrure de sa porte. Nimbée par la fumée de sa cigarette où vient se prendre la lumière rougeoyante du soir, elle a l'air de sortir d'on ne sait quel inframonde. C'est surnaturel à souhait. Comme pour s'excuser de cette outrance de mise en scène tout à fait involontaire, elle adresse aux trois hommes un sourire vague, hoche un peu la tête en guise de salutation, en guise de réponse aux mots que vient de prononcer Wasson et qu'elle ne comprend pas.
Elle se tourne vers Emilio qui traduit. Les güeros, donc les étrangers, te saluent, te remercient de les recevoir. Ils viennent pour connaître le champignon sacré, connaître ses secrets. Depuis l'intérieur, ils disent. Pendant qu'elle répond à Emilio, Wasson l'observe. La voilà donc, Maria Sabina, cette quasi-sainte de Huautla. Elle n'est pas bien grande, mais tout de même sur ce perron qui lui fait comme un piédestal de statue, elle les surplombe un peu. Elle se tient droite. Dans la lumière du soir qui accuse rides et reliefs, elle donne à voir tous les âges à la fois. Wasson a cela sous les yeux, ces âges de la vie simultanément imprimés sur un seul et même petit corps. Il voit tout ensemble le front parcheminé et les mains de jeune fille, les cheveux, blancs pour la plupart, et la taille fine, la peau ferme à la naissance du cou, la toile éclatante de son huipil brodé de fleurs multicolores. Ce huipil que justement les femmes mazatèques portent toute leur vie, de leurs 15 ans jusqu'à leur mort. Il ne sait pas dire au premier regard combien d'années ou de siècles ont traversé cette femme. Ses mains baguées d'argent accompagnent ses paroles dans un ballet tranquille, miment un geste de récolte, pointent un lieu lointain, puis retombent le long du corps. Elle s'arrête de parler, se tourne vers Wasson et lui sourit gravement. Alors Wasson comprend. Ce n'est pas aux mains ni à la voix de Maria Sabina que se perçoit son pouvoir. Non, le pouvoir est dans les yeux. Dans les 2 yeux noirs qui, avec une infinie douceur mais sans ciller, sans relâche, le scrutent. Des yeux qui ont vu plus loin, se dit-il. Des yeux qui se sont ouverts sur des rivages insoupçonnés. Du bout de ces yeux-là, elle soutient le regard de Wasson un instant de plus, comme pour vérifier une dernière fois ce qu'elle y a vu. Puis elle passe à Alan, s'attarde sur l'appareil photo, sur cette unique pupille de l'objectif, qu'elle découvre sans émerveillement, plutôt avec inquiétude, et, se tournant enfin vers Emilio, prononce encore quelques mots. Bon, je m'arrête là parce que je veux vous raconter un peu la suite. À la suite de cette rencontre, donc Wasson et Richardson vont assister à une veillée des champignons avec Maria Sabina et elle va leur proposer d'y goûter. Et c'est le moment clé en fait, hein, qui est au centre de mon livre, qui est un peu le point de basculement de toute cette histoire, à partir duquel le champignon, une fois qu'il est révélé à ces occidentaux-là, va être révélé au monde entier. Et le secret, puisqu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est cette pratique des champignons chez les Mazatèques, elle est absolument secrète. Elle n'est pas connue de l'Occident, et en plus, depuis la conquête espagnole, en gros, puisque ça date d'avant la conquête, ces rites, depuis la conquête espagnole, ça se fait la nuit, dans les maisons. Il y a comme ça quelque chose de très occulte. Il ne faut pas que ce soit découvert. D'ailleurs, les champignons qu'on va cueillir pour les manger la nuit, ils ne doivent pas être vus par les gens du village, ils doivent être uniquement cueillis par les guérisseurs ou les guérisseuses en question. Sinon, ils se flétrissent, leur effet diminue, etc. Donc il y a quelque chose de très secret derrière tout ça. Et en fait, les Wasson arrivent et soulèvent le couvercle, disons, très violemment. Alors avec tout le bagage, la connaissance qu'ils ont, mais je vais en reparler, la découverte se fait, la révélation pour les Occidentaux se fait de façon extrêmement brutale. Et beaucoup aux dépens de Maria Sabina. Donc voilà, les heures qui suivent ce que je viens de lire vont marquer l'histoire psychédélique, mais aussi l'histoire en général, puisque c'est le premier moment où un occidental goûte ce champignon, utilisé depuis des siècles en secret par les peuples d'Amérique centrale. Donc pour Wasson, évidemment, c'est une découverte monumentale, c'est la découverte de sa carrière, puisqu'il sait que ça va faire date, que son nom va être inscrit pour toujours et lié à cette découverte. Il découvre non seulement le champignon, hein, dont la molécule, on va le savoir après, est au moins aussi puissante que celle du LSD, à une époque où, vous le savez, on est très intéressé par tous ces états de conscience modifiés. Voilà, la CIA fait des tests sur le LSD, on est en pleine guerre froide, donc ça tombe vraiment à pic. Et il découvre aussi les rites mazatèques, donc qu'il va beaucoup documenter dans ses livres ensuite, tels que les pratiques Maria Sabina. Donc c'est le premier trip occidental sous psilo, première fois que des occidentaux assistent à une cérémonie, et la suite en fait va être un peu une série de trahisons plus ou moins grandes, puisque Maria Sabina en fait va demander à ce qu'on ne la prenne pas en photo, que Alan Richardson, le photographe, ne la prenne pas en photo quand elle est sous les effets du champignon, quand elle est en transe en fait, ce qu'Alan va faire malgré tout. Donc toutes les photos du reportage, du grand reportage dont je vais parler tout de suite, qui révèle l'existence de Maria Sabina et du champignon à l'Occident, aux États-Unis en particulier, elles sont prises par Alan Richardson à ce moment-là, donc sans le consentement de Maria Sabina. Et puis elle demande, alors de quelle façon on ne sait pas exactement, mais il y a une espèce de promesse qui se lie entre Maria Sabina et Wasson quand il repart pour New York, c'est qu'il ne révèle pas trop ce qu'il a vu, expérimenté, appris, etc.
Ce qu'il va s'empresser de faire, je vais l'expliquer tout de suite, dans Life, donc un des plus grands journaux à très grand tirage, journaux populaires de l'époque, dans un article de 56. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire des parties de trip de Wasson sous champignons, qui sont voilà, des choses que j'ai à peine extrapolées, puisqu'il a beaucoup écrit lui-même sur ses sensations, sur ses visions sous champignons. Je peux juste vous lire un court extrait des photos. Et puis ensuite, cette histoire de promesse, et puis je finirai sur cette histoire de reportage dans Life. On ne dira pas quelle cascade baroque s'agite derrière les pupilles dilatées de Gordon Wasson lors de sa 2e nuit de champignons à Huautla. On ignore vers quel rivage lointain, vers quel temple oriental il voyage depuis la petite pièce humide de Maria Sabina. De cette petite pièce, on sait tout de même que cette nuit-là, elle est bondée. Autour du souffle entrecoupé de Wasson, il y a 10 ou 12 autres souffles. 12 autres cœurs au battement imprécis, 12 colonnes de sang chaud qui tressaillent. Des neveux de Maria Sabina, des voisins, des malades venus de loin sans doute. On sait aussi que face à Wasson qui plane, face à Maria Sabina qui officie et qui plane, face à ces 12 convives transis, clic, dans les minuscules ampoules flash, les filaments d'aluminium s'embrasent les uns après les autres, illuminant la scène à l'excès, comme en plein soleil. Puis s'éteignent aussitôt, clic, les uns après les autres en un millième de seconde, à l'instant précis où Alan, qui n'a pas pris de champignons cette nuit-là pour rester concentré, appuie sur le déclencheur du bout de son index, à l'instant précis où il feint d'oublier le souhait de l'officiante, cet instant où l'obturateur entr'ouvre son petit rideau pour laisser rentrer, clic, tout ou partie de cette excessive lumière, pour lui faire traverser la boîte et frapper de plein fouet, clic, les halogénures d'argent couchées sur la pellicule, clic, pour imprimer à jamais les images de la nuit sur le Kodachrome couleur 35 mm. Et donc, un petit extrait au sujet de cette promesse, donc au moment où Maria Sabina voit repartir les Wasson après le premier voyage, donc quand elle où j'imagine qu'elle voit repartir l'avion. Depuis le seuil de sa maison, Maria Sabina aperçoit votre avion qui s'élance sur la terre gorgée d'eau, puis s'élève au-dessus des nuages en direction du nord. Dans la nuit, les petites choses, j'ai oublié de le dire, mais les petites choses, las cositas, c'est la façon dont elle appelle les champignons, hein, Maria Sabina. Elle n'appelle jamais les champignons champignons, parce que pour elle, c'est beaucoup plus que ça. C'est los angelitos, los niños santos, ou las cositas, donc que des noms affectueux, des petits anges, des petits enfants, voilà, qu'elle ingère, et ce sont eux qui parlent à travers elle. C'est pas elle qui s'exprime, mais ce sont les champignons. Elle leur prête sa voix, en fait. Donc, las cositas, les petites choses, le titre vient de là. Dans la nuit, les petites choses lui ont montré votre ville. Donc là, c'est un moment où je m'adresse aux Wasson. Des colonnes de fenêtres serrées les unes contre les autres. Une forêt de tours brillantes cernées par les eaux au bord de l'océan. Zut, pardon. Il fallait que je revienne avant. Excusez-moi. Vous repartez 2 ou 3 jours plus tard, lorsque la pluie cesse enfin. Avant le décollage, Cayetano est passé vous transmettre un message de Maria Sabina. Elle vous demande de tenir votre langue, de ne pas trop raconter ce que vous avez vu ici, de taire le nom de Huautla et celui des Mazatèques, de taire son nom à elle, de ne pas pointer du doigt le village sur une carte, et surtout de ne pas trop faire voir les photographies que l'amie de Gordon a prises quand elle était sous l'effet des petites choses. Ne les montrez pas à plus de personnes que vous n'avez de doigts sur une main, et avec cette main posée sur le cœur, jurez. Donc depuis le seuil de sa maison, Maria Sabina aperçoit votre avion qui décolle. Dans la nuit, les petites choses lui ont montré votre ville, des colonnes de fenêtres serrées les unes contre les autres, une forêt de tours brillantes cernées par les eaux au bord de l'océan. Au milieu de cette forêt de verre, une autre forêt bien réelle, remplie d'arbres et de rochers, mais à la forme étrange, aux angles droits, comme taillés au couteau. Elle a vu la nuit tomber là-bas, et la ville l'a aveuglée toutes ses lumières. Cela s'appelle Nueva York, lui dira-t-on plus tard. Une ville de verre et de lumière où les secrets ne font pas long feu. Voilà, donc ça c'est pour la promesse, et puis j'ai le temps encore, 5 minutes? Ouais, ça va. Désolé, j'avais encore 3000 choses à vous dire, mais il faut que je me presse. Donc, quelques mois après ce... Ouais, il y a plein de choses que... Bon. Quelques mois après ce premier voyage, en fait, en 1956, les Wasson publient tout ce qu'ils ont vu et lu dans 2 revues à très grand tirage. Il y a le premier article de Gordon qui paraît dans Life, qui s'appelle donc Seeking the Magic Mushroom,
de mai 57, pardon. Et puis une semaine après, Valentina Wasson, sa femme, fait de même dans This Week, qui est un hebdomadaire, voilà, pareil, photoreportage. Et donc, c'est à peu près 10-15 pages de photoreportage, des photos de Richardson et du texte écrit par Gordon où il raconte absolument tout. Je peux peut-être vous lire cet extrait. Notre désir de narrer est insatiable. À la fin des années 1950, le magazine Life est tiré à plus de 5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Un bon picture magazine, il fait la part belle au photoreportage. Il inspirera Paris Match. Malgré ses 200 pages de texte et photos couleurs, il ne coûte que 20 cents. Il fait sensation. Dans le métro de Chicago, sur les bureaux de Berkeley ou Harvard, sur les plages de San Francisco, chez tous les médecins et tous les coiffeurs du pays, dans les toilettes du Pentagone, dans les avions qui remontent le temps de New York à Los Angeles, Life est partout. Tout le monde le lit, le dévore, le découpe, le survole, le déteste ou l'adore. Pour les malheureux qui n'ont pas encore de téléviseur à la maison, Life les arrose d'images et d'histoires du monde entier, charriant au passage son lot de publicités diverses et de subtils messages patriotiques ou anticommunistes. Apparaissez dans Life et vous voilà doté du don divin d'ubiquité. Vous voilà visible partout en un clin d'œil, connu par des millions de personnes en l'espace d'une seule journée. La suite du reportage. Dans le numéro du 13 mai 1957, entre des réclames pour la dernière Ford décapotable, Setting the Pace on the American Road, les Blue Jeans Lee, The Action Gene of Champion Cowboys et le déodorant Fresh for Difficult Cases, dans les 20 pages du dossier spécial, Gordon Wasson raconte tout. Car à l'heure où Maria Sabina officie dans la pénombre, Wasson, lui, au premier étage d'un immeuble néo-renaissance, prend part à d'autres cérémonies. Il passe ses soirées au très select Century Club, où dans le sfumato bleuté des cigares, dans le tintement des verres de whisky, les hommes de la haute, les centurions, comme ils aiment à se nommer, se rassemblent et parlent affaires, automobiles et parfois aventures mexicaines. Le soir où Wasson raconte, sirotant un whisky millésimé pour donner de l'allant à son récit, il a dans son auditoire Ed Thompson, rédacteur en chef de Life. Il raconte bien Wasson, il est à son aise, dans les velours des boys clubs autant que dans la poussière des archives ou la boue de la Sierra. À l'aise partout ce Wasson, c'en est presque agaçant. Thompson écoute et dans son regard une petite flamme s'allume. Bon, je passe un peu. Cela s'appelle Seeking the Magic Mushroom et s'ouvre sur une photo pleine page de Maria Sabina tenant un champignon dans la fumée bleutée du copal. Puis vient un long texte où Wasson explique ses premières recherches, revient sur les rites ancestraux autour des champignons en Amérique centrale, raconte sa découverte, sa rencontre avec la chamane, ses visions sous psychotropes. Le tout agrémenté de nombreuses images. Portrait des époux Wasson au travail, maison du village, étape de la cérémonie, Maria Sabina en prière après les avoir mangés, 2 enfants en transe, etc. Les noms ont été changés. Maria Sabina s'appelle Eva Mendes. Cayetano est devenu Filemon. Le nom du village n'apparaît pas. On nous dit qu'il est situé dans le sud du Mexique, mais les montagnes Mazatec sont devenues Mixtec. Le mot est inventé par Gordon. En revanche, l'article évoque la publication prochaine de Mushrooms, Russia and History, donc un des livres des Wasson, où l'aventure mexicaine reparaîtra sans qu'aucun nom ne soit modifié. Au mois de mai 1957, donc, des millions d'Américains, feuilletant leur nouveau numéro de Life ou de This Week, apprennent au même moment l'existence du dernier psychotrope naturel encore inconnu de l'Occident. Découvrent qu'il y a quelque part, pas si loin de chez eux, de l'autre côté de cette frontière sud, accrochée à une chaîne de montagnes au nom exotique, une cabane au toit de chaume où une vieille femme, pour peu que vous puissiez l'entendre, vous ouvre la porte de nouveaux mondes surnaturels, vous offre une rencontre avec le divin, vous fait entendre ces étranges litanies. Stupeur dans les cuisines aménagées, sous les casques chauffants des salons de coiffure. Surprise à plat ventre sur les plages de la côte ouest ou dans un coin de cantine à Berkeley. On s'échange les magazines, on les passe au polycopieur, on découpe les images du champignon pour les coller dans des cahiers secrets à côté d'une photo de Kim Novak ou de Che Guevara. Les articles des Wasson font sensation, ils font battre les cœurs et sonner les téléphones des rédactions qui les ont publiés. On veut rencontrer Gordon et Valentina Wasson, les interviewer, leur demander des spécimens à goûter, on veut connaître le nom du village mexicain où trouver cette chamane, on veut tout savoir. Sans doute aussi qu'on crie au scandale, dans le combiné en bakélite, qu'on s'insurge. C'est indécent un tel article, une telle apologie des drogues, vous n'avez pas honte de mettre ça dans le crâne des jeunes, de les éloigner du droit chemin de Dieu avec vos histoires de sorcellerie, de faire d'une intoxication un doux rêve. On ignore ce qui se dit au téléphone cette semaine de mai 1957, dans les rédactions de Life et This Week.
mais il est certain que les Wasson viennent d'éveiller une folle curiosité qui n'est pas près de s'éteindre, saupoudrant leur récit de 2 ingrédients dont la jeunesse américaine se croyait privée pour toujours, la magie et l'aventure. Je vais conclure, il est temps je crois. Bon, enfin, globalement, pour revenir à mon idée de départ, j'ai un peu conçu ce livre comme un collage, hein, malgré les lignes narratives qui sont celles de Sabina et de Wasson, se juxtapose au milieu enfin, par-dessus ces 2 lignes, toute une série de vignettes, hein, du champignon, du psylo dans la pop culture ensuite, comment il a inspiré l'ère psychédélique, comment il a inspiré Walt Disney. Il y a tout un fil rouge autour de Walt Disney qui serait venu voir Maria Sabina et goûter lui-même aux champignons. Donc j'ai imaginé toute une scène un peu de cauchemar, enfin de bad trip de Walt Disney pour me venger de lui. Et puis donc voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé l'hétéroclite, puisque ce qui était intéressant avec ce champignon, c'est qu'il est à l'intersection de plein de mondes, à la fois le monde sacré rituel de Maria Sabina, le monde scientifique qui va le décrire avec des noms extrêmement minutieux, Roger Haim notamment, que vous avez vu dans la vidéo, et puis l'imaginaire psychédélique qui est en train de naître, et de la contre-culture hippie. Donc en fait ce champignon et l'objet trip en lui-même, le trip sous champignon, sous psylo, était un objet qui me permettait d'articuler plein de langues différentes. En fait, la langue scientifique, la langue de Maria Sabina qui est très particulière aussi, que je pourrais vous montrer plus tard, et puis la langue des hippies, le langage esthétique de la contre-culture hippie, du psychédélisme. Donc voilà, beaucoup de choses très hétérogènes qui font du livre une espèce de juxtaposition, de collage, malgré ce fil rouge, enfin plusieurs fils rouges, notamment celui de Wasson et de Sabina, mais aussi de Walt Disney. Et puis voilà, en gros, c'est ça. J'ai quelques images de... Ça, c'était pour vous lire le bad trip de Walt Disney, mais il n'y a plus le temps. Donc je vous laisse la parole si vous avez des questions, des commentaires, avant qu'on aille boire un coup là-haut. Sans champignons hallucinogènes, parce que j'en ai pas apporté, malheureusement. Désolé d'avoir un peu accéléré le pas à la fin, c'est un peu à toute vitesse, mais est-ce que vous avez des questions, des réflexions ? Est-ce que tu as la vidéo de Maria Sabina? Tu as parlé d'une vidéo où on la voyait, où on voyait Maria Sabina ? Oui, il me semble. Non ? Alors, elle a été filmée plusieurs fois, mais non, j'avais pas prévu de montrer une vidéo de Sabina. C'était la vidéo où on la voit en diapo chez Roger Haim au muséum, là. Mais par contre, on peut trouver très facilement sur YouTube. Il y a eu tout un reportage vidéo fait à la toute fin de sa vie, dans les années 80, où on la voit chez elle, en train de cueillir des champignons, etc. Donc, on trouve plein de choses sur elle, de vidéos pareil, en particulier. Voilà, ça c'est une image d'un des chants chamaniques de Maria Sabina, donc traduit en espagnol, mais c'est des litanies comme ça, très répétitives, basées sur je suis la femme qui, je suis la femme. Ça commence toujours comme ça, hein. Je suis la femme qui pleure, la femme qui crie, la femme qui déclenche le tonnerre, enfin, voilà. Ça fait partie d'une de mes découvertes un peu éblouies autour de cette histoire, quoi. La poésie de Maria Sabina sous champignon. Non, ça c'est dans un récit ethnographique qui a été fait aussi dans les années 80 par un chercheur, un ethnographe qui s'appelle Álvaro Estrada, et qui allait l'interviewer pendant des heures en fait, sur sa vie. Elle raconte toute sa vie, la découverte du champignon à 8-10 ans, et ensuite il y a eu des enregistrements de ces chants pendant les veillées sous champignons, qui ont été ensuite, donc c'est en mazatèque, ça a été traduit en espagnol, aussi en français. C'est à partir des enregistrements faits par les Wasson. Donc qu'on entendait un petit peu là au moment de la vidéo, on l'entendait chanter. Bon, ça c'était pour vous montrer le côté l'autre poésie, la poésie scientifique, qui m'est apparue aussi comme parmi les archives les plus marquantes, la langue
des mycologues pour décrire les champignons. Vous voyez, c'est régulièrement conique, campanulé, étroitement mamelonné, brun roux sans nuance, vert bleuâtre, pied très grêle, étroitement fistuleux, lame violet, fuligineux, ventru. Enfin, il y avait comme ça toutes sortes de langages qui se télescopaient entre la poésie de Sabina. Ça, c'est Roger Haim qui décrit les champignons comme ça. Et puis, il y a ce tableau assez marrant aussi des effets psychiques. Pour décrire un état de confusion totale, il faut quand même que tout soit dans des petites cases. J'aime beaucoup la case bizarrerie de l'ambiance et besoin de changer d'ambiance. Voilà. Sinon, je vous ai tout montré un peu rapidement, mais voilà. En fait, donc moi j'avais fait la lecture précédente sur un peuple qui s'appelle les Yupites, et justement, en fait, ce qui est assez finalement drôle, c'est que j'ai fait justement ce talk juste sur le fait qu'il n'y avait pas d'archives, et j'ai vraiment fait juste sur la tradition orale. Et alors, je voulais savoir, toi, comment tu avais travaillé, puisque au final, je pense que les Mazatèques, finalement, ont aussi justement une tradition orale, et que tout ce qui est trans et psilocybine sont dans cette lignée-là. Et moi, je me suis rendu compte, en travaillant notamment sur les Yupites, qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas prises du tout en compte par les récits ethnographiques. Et moi-même, ça m'a posé problème, en fait, dans l'élaboration d'un récit. Donc, je voulais savoir, toi, comment tu avais pu travailler, et même aussi intellectuellement te dire que peut-être il y avait un vide que tu n'arriverais pas à combler par rapport à cette expérience-là, qui est totalement non occidentale, d'états de modifiés de conscience qui ne sont pas comparables si tu te places du côté, on va dire, justement d'un peuple qui n'a pas du tout la même psyché par rapport à l'utilisation de cette substance. Oui, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, je pense, le trip comme une expérience, un objet qui est complètement différent selon le point de vue d'où on se place, quoi. Si c'est le point de vue de Maria Sabina ou des Mazatèques qui pratiquent ça en tant que guérisseurs, parce que d'ailleurs le mot chaman fonctionne pas, enfin, c'est aussi une exportation d'un mot qui marche pas complètement pour les Mazatèques, qui disent plutôt sabio ou curandero en espagnol, donc guérisseur ou sage. Que si tu te places du point de vue des chercheurs scientifiques occidentaux qui viennent avec ces tableaux-là de classification des effets, ou des hippies, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais en fait la découverte du psylo de Maria Sabina va déclencher tout un pèlerinage hippie de la contre-culture nord-américaine, mais pas seulement. En fait, tous les jeunes hippies vont venir défiler chez Maria Sabina pour se faire initier auprès d'elle. Et ça va créer tout un phénomène de tourisme chamanique, en fait, dans cette région, qui est encore complètement existant aujourd'hui, hein. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, je voyais bien qu'à certains moments, les récits ethnographiques, tu vois les failles, quoi. Tu recouvres les documents et ça recouvre pas complètement l'expérience. Après, il y a eu quand même énormément d'interviews de Maria Sabina elle-même, qui parlait en mazatèque mais avec plein de mots en espagnol dedans, et qui décrit assez précisément sa cosmovision à elle. C'est très étonnant d'ailleurs quand tu découvres ça, parce qu'elle parle de Dieu avec un grand D, mais elle parle aussi des dieux anciens de la région mazatèque qui sont liés à des éléments naturels. Il y a Dieu le seigneur de la montagne, le seigneur des pluies, et tout ça s'entrecroise sans aucun problème, en fait. Le syncrétisme c'est complètement ancré. Donc elle a été beaucoup interviewée, et on sait beaucoup de choses sur ces rites mazatèques depuis les mazatèques eux-mêmes aussi, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent notamment sur cette question la touristification de cette région du Mexique et la touristification du champignon, et qui sont de là-bas, en fait. Donc qui ont essayé, je pense, d'intégrer les croyances anciennes liées aux champignons. Enfin, voilà. On a des points de vue de l'intérieur, quoi. Parce que cette histoire est aujourd'hui tellement connue que la réappropriation... il y a eu une première appropriation occidentale, et maintenant on est plutôt dans un processus
les gens de là-bas essaient de se réapproprier Maria Sabina, non pas comme l'icône hippie, mais comme la guérisseuse et sage qu'elle a pu être. Merci. D'autres questions? On va boire un coup. On va boire un coup alors. Merci.